Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous et bienvenue. Mesdames, Messieurs, le Bénin, sous menace djihadiste, ce n'est que secret de polichinelle. Oui, la nouvelle ne date pas de maintenant. Elle date de bien des années et des mesures hardies en vue du renforcement de la sécurité sur différentes zones supposées menacées avaient alors été prises. Mieux, dans une synergie d'action, le Bénin avec ses pairs du Burkina Faso, du Togo et du Ghana ont opté en 2019 pour la mutualisation de leurs services de renseignement. En somme, une conjugaison des efforts pour contrer le mal. En 2021, un élu communal au niveau de la partie septentrionale du Bénin d'alerter sur un phénomène sœur, l'extrémisme religieux, qui pourrait prendre corps au niveau de sa localité si on y prend garde. Tollé de s'en suivre. Menace d'extrémisme violent dans le nord Bénin. De quoi s'alarmer? Le sujet au cœur de l'émission débat du jour. Avec nous, Emel Guérin. Il est consultant en communication et gestion de crise. Monsieur Emel Guérin, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Alors en face de vous, un politique. La lettre donnée par un politique, tous interpellés. L'un d'entre eux a accepté de nous apporter sa contribution sur ce phénomène. Monsieur Diomaye Kodo, c'est son nom. Il est le porte-voix du Front souverain. Monsieur Diomaye Kodo, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Yetondi. Bonjour à votre consultant, Monsieur Guérin. Bonjour à vos techniciens. Bonjour à tout le Bénin. Bonjour. Le Bénin vous répond. Merci pour la disponibilité, chers invités. Eh oui, urgence d'observer de plus près ce qui se passe au niveau d'un certain nombre de localités. Au niveau de la partie septentrionale, l'un des élus aura donné de la voix sur la menace qui tape aux portes. Que faire pour éviter le radicalisme violent qui semble pointer son nez? Monsieur Melguerin, vous l'avez constaté, à peine la lettre donnée et panique de s'en suivre. Est-ce qu'on a raison de paniquer? Oui, on a raison de paniquer. Et c'est malheureusement que je l'apprends et que depuis des années, j'alertais que l'extrémisme religieux sera l'un des défis majeurs de l'humanité dans les prochaines années à venir. Cela est en train d'être une réalité. Parce que vous savez, les pays dans lesquels ça se passe au Sahel sont limitrophes à nous, comme le Burkina, le Niger. Et lorsque ils sont poussés à bout, ils se retrouvent sur notre territoire ici pour se réorganiser, pour se réarmer, pour vendre du bétail volé aux populations du Sahel. C'est très important. Et nous allons, au cours de l'émission, donner d'autres points de repère de ce que nous avons vu sur le terrain. C'est une réalité, c'est heureux que ce maire ait le courage de le dire. Je me rappelle en 2008, où je faisais escale à Djougou, il y a des faits qui m'ont, enfin, à l'époque, positivement touché, parce que déjà à partir de 19h-20h, tout le monde va dormir, et il y a très peu de lieux qui vendent déjà de produits alcoolisés, même dans les hôtels qui s'y trouvaient. En 2008, okay. Je me rappelle bien. Et donc, c'est une population qui est très attachée à sa religion, ce qui est normal. Et c'est justement là le danger. C'est là que vont puiser les djihadistes, c'est-à-dire ceux qui estiment qu'il faut pratiquer la religion de façon radicale, de façon rigoriste. Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans nos mosquées que les jeunes sont radicalisés, que les jeunes, on leur inculque cette idéologie-là. Et pourquoi? Et il n'y a aucun terroriste meurtrier qui le devient de façon ontologique. Le meurtre advient après, lorsqu'il y a une histoire ou il y a une circonstance qui rencontre des causes et qui ne trouve pas de solution. C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé aux talibans. On a vu des jeunes qui ont dit avoir pris les armes parce qu'ils n'ont plus d'emploi.
parce qu'ils ont étudié, mais ils n'ont plus d'emploi. Alors, lorsque vous êtes face à une situation, à une insécurité sociale, à une insécurité économique, à une agression du capital, du capitalisme libéral, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et vous voyez des gens en face de vous qui ne vous laissent aucune chance de réussite. Et que eux se gavent dans les palaces. Et les autres de l'autre côté leur disent, ben voyez, c'est ce qu'ils font. On ne vous donne même pas la possibilité de vous exprimer, d'exprimer votre opinion, d'exprimer votre voix. Je vais parler des élections qui se passent en Afrique. Alors ces jeunes-là vont devenir quoi? Vous avez vu le phénomène des anarques passer. Les jeunes n'y vont pas par plaisir parce qu'ils n'ont rien à faire. Alors lorsque nous sommes dans une situation économique, sociale, chaotique, ce que nous avons, où les mœurs aussi sont en plein délitement, les djihadistes prennent du terrain et puis ils les sensibilisent, ils leur donnent de l'argent et de la sécurité. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des armes. Alors quand un jeune de 15 ans, 14 ans prend une arme Kalachnikov à la main, il se sent puissant et puis on leur inculque dans l'idée qu'ils vont aller au paradis lorsqu'ils tuent un mécréant. Parce que même les musulmans qui sont dans leur foi normale, qui sont normales comme nous, qui vivent comme nous, ils estiment qu'ils sont des mécréants, qu'ils ont pactisé avec le diable. Donc tous est à tuer. C'est ça le danger, donc il faut s'en méfier. Il y a aussi des zones dans notre Bénin, j'en ai vu, je ne veux pas identifier la localité, voilà, où vous voyez par exemple dans une maison des femmes en burqa, toutes, une centaine, qui dépensent régulièrement de l'argent, mais on ne voit jamais leur mari. Ça. Au sud ici, par exemple. Vous voulez dire que la menace est à prendre très au sérieux? Est très sérieux. Okay. C'est déjà là. Vous vous souvenez, récemment en 2020, en février, je crois, ou mai 2021 dernier, où le patron du Conseil français, Bernard Aimier, avait déjà montré, il a démontré, il n'a pas se fait une affirmation, c'est quelqu'un qui ne parle pas comme ça. Il a démontré lors d'une réunion où les chefs Al-Qaïda ont décidé d'attaquer les pays du Grand Sahara, enfin, les pays subsahariens, du Golfe de Guinée. Donc c'est très important à prendre au sérieux. Et c'est maintenant qu'il faut commencer par s'y préparer. Pourquoi? Parce que nos armées ne sont pas formées pour ça. Donc, il faut commencer maintenant par les former, mettre des structures en place, s'occuper de ça, récupérer ces jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans les services religieux. Vous êtes déjà sur la piste de contribution, pourquoi pas, on est là pour ça, mais on y revient graduellement. Oui, Monsieur Diomaye Kodo, le politique que vous êtes senti interpellé par cette alerte donnée par l'un des vôtres parlant de la classe politique. Ah oui, bien sûr, mais pas outre mesure. Pas outre parce mesure. C'est quoi la nuance? Non, oui, pas outre mesure. Votre question, c'est quoi? Vous dites, il y a alerte, faut-il s'en inquiéter ou pas? Oui. On a vu beaucoup de tolérance. Alerte d'un homme politique, c'est-à-dire le maire Malick Gomina, qui nous agite ce phénomène de terrorisme que Monsieur Guérin a bien développé. Nous devons simplement savoir que le terrorisme, c'est le mal de notre 21e siècle. Mais ce n'est pas une fatalité. Le terrorisme, c'est un instrument, nous devons très bien comprendre ça, le terrorisme, c'est un instrument de géopolitique. Et il n'est pas bien, en ce 21e siècle où nous sommes, d'être parmi les États faibles, les États faillis, comme on dit. Or, notre pays en est un. Et je pense que M. Guérin est en train de finir son intervention en mettant bien l'accent là-dessus, qu'il y a un certain nombre de problèmes dans notre pays, la paupérisation des courants religieux, ainsi de suite, un certain nombre de phénomènes bien caractérisés, bien connus, qui favorisent le terrorisme. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est surprenant ce que Malick Gomina a dit. Il est en train de jouer son rôle d'homme politique comme le Front Souverain, le parti politique dont je suis le porte-parole, le joue depuis au moins 5 ans dans notre pays en disant et en répétant qu'il faut résoudre les problèmes fondamentaux du développement dans notre pays pour éviter
que notre société soit une société fragile, puisque nous le sommes depuis 60 ans. Alors, donc, votre question, c'est de savoir, faut-il s'en inquiéter? Est-ce que c'est une alerte fondée? D'abord, c'est une alerte bien fondée. Depuis 2016, avant les élections, moi je me rappelle très bien, il y avait une annonce comme quoi le terrorisme va frapper dans le nord de notre pays. On n'a rien vu pendant les élections et tout s'est passé. Talon est élu. Talon a fait quelques années et puis boum, nous avons entendu que dans le parc W de la Pandiari, il y a eu un événement, ainsi de suite. Mais le phénomène nous entoure déjà, que ce soit au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, on nous parle de la Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous que le Bénin à lui seul soit ce havre de paix ou qui échappe à tout, alors que le Bénin rassemble aussi tous les éléments caractéristiques qui peuvent permettre que de tels phénomènes frappent notre pays? Je vous dis simplement, le maire Mama Gomina a joué son rôle. Comme le Front souverain le dit depuis, nous devons sortir des États faillis. Et pour sortir des États faillis, la solution, ce qui est pathétique dans la proposition de Malik Gomina, oui. La solution qu'il propose, c'est ça qui est pathétique. Comment ça? Expliquez-vous. Pardon? Mama Gomina dit il faut, monsieur Kodo, monsieur il faut réduire les poches, il faut réduire les poches de paupérisation. Il faut en fait créer des emplois. Monsieur Adolphe Kodo, oui, s'il vous plaît, avant d'arriver à la solution proposée, il y a une expression qui est venue plus d'une fois. Assimiler le Bénin à un État qui aura failli. Et vous dites, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, alors que le Bénin a entamé une nouvelle marche. Qu'est-ce que vous insinuez? Ah non, le Bénin n'a pas entamé une nouvelle marche. J'ai dit ça, excusez-moi. Le Bénin n'a pas entamé une nouvelle marche? Ah non, je dis que depuis 1960, nous sommes un État failli et nous gérons notre pays depuis 61 ans à vue. Et c'est ce que je regrette. Non, une gestion à vue. Quelle est la nouvelle marche que nous avons entamée? Il n'y a pas. C'est la rupture que vous appelez nouvelle marche, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Non, la rupture n'est pas une nouvelle marche. Je dis simplement que... Et pourtant, Mama Gomina, excusez-moi, je vais finir cette phrase-là. Malik Gomina est en retard de plusieurs siècles sur la solution à trouver au terrorisme. C'est-à-dire, ce n'est pas à la veille où vous avez les signaux faibles d'un terrorisme qui vous menace, que vous pensez à trouver les solutions pour l'emploi. L'emploi, il faut des dizaines d'années. Il faut, voire même un siècle pour jeter les bases fondamentaux d'une production, d'une économie solide qui crée de l'emploi, qui enlève les poches de paupérisation. Bon, vous avez dit que nous reviendrons sur les solutions. En tant que porte-parole d'un parti politique, le Front souverain, nous avons des solutions. Et on a même des solutions immédiates, ici et maintenant, à proposer pour que nous essayions de prendre une nouvelle marche, si c'est ça qui est votre souhait. Non, c'est en cela, justement, que nos pays sortent des pays qu'on appelle pays faillis. Nous sommes ici dans des éléments. Je vous dis, le cas du terrorisme n'est pas une fatalité. On ne peut pas appeler le terrorisme un cas de fatalité. C'est un instrument, le terrorisme est devenu un instrument géopolitique. Hein? C'est un instrument géopolitique de régulation des puissances dans le monde. Monsieur Kodo, les grandes puissances, les puissances moyennes, les États faillis comme les nôtres subissent. Et de l'autre côté, il y a les grandes puissances qui subissent aussi le terrorisme, mais savent comment ils vont le cadrer. Merci. Ce qui n'est pas notre cas. Mama Gomina peut faire... combien d'emplois Mama Gomina peut créer à Djougou? Qui sont les acteurs économiques qui iront créer ces emplois? Comment vous voulez enlever le cas de la paupérisation de nos pays? Nos pays, les populations sont accablées. Monsieur Guérin parlait tout à l'heure de ceux qui portent les voiles ici et là. Là, je pense plutôt que Monsieur Guérin est en train de faire de la stigmatisation. Et il ne faut pas le faire. Le problème n'est pas du tout là. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là d'indexation physique ou tout ce qu'on veut
ou des gens qui seront peut-être barbus. Le problème n'est pas là. Vous avez des gens de toute religion qui vont vous dire nous, le terrorisme, ne sont pas dans nos normes de religion, ils sont rejetés. Mais pourtant, ce phénomène-là gagne du terrain depuis 20 ans. Est-ce que ce qui se passe en Afghanistan va être encore une référence pour nous pour parler du terrorisme? Merci. Moi, je vis dans un pays, la France, qui est souvent touché par le terrorisme. Et quand vous voyez les dégâts, c'est désolant, on va évoluer. Monsieur Adolphe Kodo, donc, nous allons évoluer avec votre mission. Il y a vraiment matière à réfléchir. Moi, je vous dis, par rapport à la première question que vous avez posée, je réponds juste pour finir, monsieur le journaliste. Okay, moi, je vous dis, c'est une alerte à prendre au sérieux. Merci beaucoup. Mais nous n'avons pas encore les moyens, nous n'avons pas encore la solution. Merci beaucoup. Oui, monsieur Ahmed Guérin, on va y aller graduellement. On est là pour des contributions. Monsieur Kodo a fini avec un mot, nous n'avons pas la solution. Là, ça va inquiéter davantage de savoir que nous n'avons pas la solution. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du Bénin qu'il reste un État failli? D'abord, il faut savoir une chose. Un État qui n'arrive pas à mener une lutte efficace contre l'insécurité est un État faible. Il n'y a pas d'autre mot pour lui dire, c'est un État faible. Je me rappelle, Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères française, a dit ceci exactement. Il dit, la sécurité et le développement sont les deux faces d'une même pièce. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas avoir de sécurité sans le développement. Les deux sont ensemble. Pour développer une nation, il faut forcément une politique sécuritaire adéquate, efficace, efficiente. Sans cela, nous avons un État faible. Et nos États africains, tels que nous voyons, l'expansion de l'esprit religieux, sont des États faibles. Le continent africain, aujourd'hui, après le Moyen-Orient, est le continent qui abrite beaucoup l'extrémisme religieux. Parce que ces gens-là veulent appliquer la charia. Monsieur Koura parlait que je stigmatisais. Je ne stigmatisais pas. Je lui donnais juste un exemple. C'est-à-dire que vous aviez une maison. Attendez, il faut quand même que la police soit partout sur nos territoires, où il n'y a que des gens là. Donc vous sentez que je ne parle pas de ceux-là, de celles-là qui honnêtement circulent en ville. On va évoluer sans trop parler de ceux-là, donc. Merci. Oui. C'est là que ça commence. Okay. Vous savez, le radicalisme religieux, la violence n'est qu'un aspect. Il y a d'abord un sentiment anti-élite, c'est-à-dire l'État ne sert plus à rien. C'est ce que le maire est en train d'appeler. Okay. Parce qu'il vit la chose. C'est pas lui qui a créé cette situation, mais il fait un constat sur son territoire. Parce que, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, ça commence quelque part. Ça commence dans une localité. Vous comprenez? Il y a 2 jours, déjà, au Burkina, il y a encore eu 45 morts récemment. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça commence quelque part. Et il est en train de dire ce qu'il constate sur son terrain. Donc c'est un problème à prendre très au sérieux. Et attendez, c'est pas à lui, mais il n'a pas les moyens financiers pour créer des emplois. Mais il constate, pour ne pas appeler les choses, qu'il y a une politique défaillante sociale et économique dans notre pays. Contrairement à ce qu'on nous fait croire. Lui, il n'a pas dit. Mais attends, si les jeunes, ici la lettre vous dit, attendez, occupez les jeunes et trouver une solution pour la situation sociale des jeunes, c'est que la politique actuelle est défaillante. C'est ça. Sinon, on n'aurait pas abouti à là. Et ce n'est pas un apanage du Bénin. En étant convaincu que c'est le cas. Mais ce n'est... Attendez. Parce que j'ai étudié la chose, j'ai su aller en profondeur pour voir qu'est-ce qui motive les jeunes à prendre les armes. J'ai écouté un ancien djihadiste qui a déserté. D'abord, c'est des gens qu'on drogue souvent, vous comprenez, pour égorger. Il dit, j'ai égorgé plus de 20 personnes. Vous voyez. Et qu'après, j'ai pris du recul. Il a constaté que les produits, les fumigations qu'on leur fait à boire, ce sont des drogues pour les amener à commettre. Mais d'abord, il y a une idéologie à la base qu'on leur sert pour leur dire, vous voyez ce que vous vivez, c'est parce qu'on n'applique pas la charia, c'est parce que l'État fait ceci, c'est parce que il y a tout est aussi de l'éducation occidentale pour ceux-là, pour cette idéologie est diabolique, on ne peut pas l'appliquer. Donc voilà que ces jeunes-là ne sont pas occupés sur le plan social. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils n'ont que la seule solution d'aller se réfugier dans les bras de ces idéologues. Qu'il urge de revoir l'aspect social des choses au niveau d'un certain nombre de localités. Mais absolument, tout le monde sait, tous les spécialistes savent que la sécurité découle d'une mauvaise politique sociale dans tous les États du monde entier. Dans tous les États du monde entier. Et donc, pour nous les Africains, là,
Qu'est-ce que nous faisons sur le plan social? Il vient de dire que depuis 1960, rien ne va. Je suis d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il faut repenser notre société. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'excès quand vous dites tous rien ne va? Écoutez, je viens de démontrer tout à l'heure que le continent africain, le terrorisme religieux est une composante incontournable de la géopolitique. Vous comprenez ça? Donc c'est fondamental. Et les gens se servent de ça. J'ai écouté l'un des chefs terroristes maliens, Yad Agali, qui a félicité les talibans. Et il a dit ceci, que dans les mois à venir, nous prendrons aussi le pouvoir au Mali. C'est dangereux, vous vous rendez compte? Donc il ne faut pas laisser cette solution aller loin. Vous avez vu les populations burkinabées ont marché pour décrire la mauvaise politique sécuritaire du gouvernement. Mais c'est de ça qu'il est question. Et qu'est-ce que nous, on fait ici? On ne fait rien du tout. Non, vous n'allez pas dire rien officiellement. Bon, dites-nous ce qu'on fait au Burkina. Burkina, il y a tant de morts. Vous vous rappelez au Nigeria, il y a quelques mois au Nigeria, le président Ouari avait peur d'un coup d'État des militaires à cause de l'insécurité qui était grandissante. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ça veut dire que rien n'est fait. Bon, c'est ce que nous disons. Là, vous parlez d'un exemple bien précis, le Nigeria. Mais ici, vous avez suivi. Lorsque la lettre a été donnée en 2016, comment la hiérarchie militaire a réagi. D'abord, les poches supposées, très exposées, on a renforcé la sécurité militaire à ces niveaux et des gens ont été envoyés pour avoir les stratégies appropriées pour, vous ne l'avez pas oublié, en 2019, il y a eu une synergie d'action entre un certain nombre d'États, le Burkina, le Togo, le Ghana. Et là, en renseignement, parce que la conjugaison des renseignements peut aider à décourager le phénomène. Et peut-être d'autres mesures viendront par la suite. Quand on fait ça, est-ce qu'il ne faut pas déjà saluer ce début d'effort? Vous avez cité les années jusqu'en 2019. Oui. 2020 aussi. Nous sommes en 2021. Combien de morts nous avions eu? Plus de 1000 morts. Vous vous rendez compte? Depuis 10 ans, il y a plus de 7000 morts dans cette histoire, sur le continent africain. Parce que ces gens-là ont quadrillé toute la zone du subsaharienne. ACMI, avec tous ces démembrements. Al-Qaïda, le Moujao, le GIC, et ainsi de suite, ils ont quadrillé la zone. Et au Mozambique, tous les jours, il y a des attentats. Il y a 2 attentats tous les 2 jours. C'est une réalité. Et vous parlez que, est-ce que des politiques, ça veut dire simplement que tout ce qui a été fait jusque-là a été choué. Simplement. Parce que les morts ne peuvent pas continuer. Ou bien n'a pas été suffisamment... Mais nous disons la même chose. Mais si ça n'a pas été suffisant, c'est que c'est insuffisant. Les efforts de mettre insuffisants. Est-ce que ce n'est pas mieux d'utiliser les termes insuffisants et voir comment renforcer? En tout cas, on est là pour éviter... Oui, ce que nous pensons de la chose, voilà. Je pense résolument que ce maire, il a bien vu et il faut le prendre très au sérieux. Ce qui est dommage et malheureux dans cette histoire, c'est que quand ça commence, ce sont les populations civiles qui en pâtissent. Nos hommes politiques, ils n'en souffrent pas. Graduellement. Donc, l'approche proposée, vous en dites quoi? On peut déjà évoluer sur ce terrain? Mais il a touché le cœur du problème, les jeunes. Okay. L'éducation des jeunes. Aujourd'hui, sur le continent, absolument, sur le continent africain, le système éducatif est totalement en plein délitement. Il faut préciser qu'au Bénin, on est en pleine réforme. Parlant du système éducatif. Attendons de voir ce que ça va donner. Okay. Parce que pour ma part, depuis 1996, nous n'avons plus affaire à un système éducatif consistant. Parce que depuis le ministère de l'Éducation a disparu au profit de la politique, où on a plusieurs démembrements qui finalement ne veut rien dire. Il y a beaucoup plus d'instruction que l'éducation aujourd'hui. Vous savez, quand vous prenez un jeune, il franchit 3 étapes d'éducation. Il y a l'éducation de la maison, il y a celle de la rue et celle de l'école. Voilà que l'école est ce qu'elle est aujourd'hui, on sait tout. Voilà que la rue est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, la maison seule ne suffit plus. Donc, il faut repenser tout ça. Et lorsque les jeunes finissent d'avoir leur diplôme, ils deviennent quoi? Ceux qui n'ont pas un bagage éducatif solide de la maison, ils sont laissés à la rue. Et lorsque ces idéologues les récupèrent, parce que c'est là que ça commence, il y a une idéologie qui sous-tend la chose d'abord. Le terrorisme religieux, il y a une idéologie. Et c'est là le problème. On commence par les sensibiliser. On leur apprend que l'État ne sert plus à rien et que Dieu est au-dessus de l'État. Vous avez vu récemment, le préfet du littoral, je crois, a pris des mesures pour interdire les prières religieuses dans les rues. Est-ce que c'est une stigmatisation? Mais non, c'est le respect de la loi républicaine.
Il faut respecter l'État républicain, il faut respecter les principes républicains. C'est simple, ce n'est pas une... C'est bien pensé, ça. C'est bien pensé, absolument. Nous sommes dans un État laïque, ce n'est pas une stigmatisation. Mais si nous voyons les choses comme ça, nous allons passer à côté et nous aurons droit à un djihadisme fulgurant. On veut l'éviter, pas de djihadisme fulgurant. Et que faire pour y arriver? Heureux d'apprendre de votre bouche, Monsieur Kolo, vous qui avez l'expérience d'affirmer que le djihadisme n'est pas une fatalité. Donc, on peut toujours éviter le pire. Alors, des solutions dans les médias, on vous a entendu dire que c'est possible aujourd'hui. Commençons par l'immédiateté avant d'aller vers des solutions à long terme. Qu'est-ce que vous nous proposez, Monsieur Kolo? Tout ce qui se dit sur le plateau, je remercie Monsieur Guérin pour son intervention. Tout ce qui se dit sur le plateau, ce qu'imagine Malik Gomina en parlant de l'emploi, c'est un peu comme si il y a un incendie, un grand incendie, et puis comme dans nos villages, vous allez chercher de l'eau au marigot, seau par seau pour venir éteindre. En ce moment, le problème du djihadisme ne se prête plus à envoyer par exemple plein de militaires dans une zone pour dire que ça suffit pour résoudre le problème localement. Le problème ne suffira pas non plus parce que le Bénin, les États de la sous-région vont mettre leurs informations en place. Le djihadisme, c'est un phénomène parfaitement, je le dis bien, parfaitement structuré. Ce n'est pas une fatalité. Si c'est une fatalité, vous pouvez imaginer des solutions telles que tout ce que vous êtes en train de dire sur le plateau ou ce que j'entends souvent par ailleurs. Vous pouvez prendre ces solutions-là. Mais le djihadisme, ce n'est pas une fatalité, c'est un instrument de régulation géopolitique. Étant donné que c'est un instrument de régulation géopolitique, vous avez très bien compris qu'il y a un verrou qui a sauté en Afrique, c'est la Libye de Kadhafi. Et depuis que ce verrou a sauté, la Somalie est en feu, certains pays ont commencé à prendre feu, et ainsi de suite. En plus de tout ceci, vous savez très bien que toute notre zone du Tchad jusqu'en Afrique occidentale représente essentiellement les pays qui sont dans la zone du précaré français. Et puis ceci répond à un certain nombre de critères géopolitiques aussi. Si on ne brosse pas la situation globalement comme ça, on ne va pas comprendre quelles sont les solutions qu'il faut en interne, localement ou globalement. Il faut comprendre ce qui se passe globalement ou voir régionalement ou localement ce qu'on peut faire. Le Front souverain dit, en ce qui concerne le Bénin, la solution immédiate, ici et maintenant, il faut d'abord unir les fils du pays. C'est ce qui est important. Dans tout pays, c'est l'unité nationale des peuples qui fait d'abord la force de ce peuple. Vous devez faire une conférence patriotique nationale pour la vision LMA. Lorsque M. Guérin me parle de formation, d'éducation, de système scolaire, ça prend pied sur quoi? Ça prend pied sur l'éducation et la formation. Et nous disons, et nous avons constaté, et nous sommes venus au Bénin depuis 2016, et nous disons que vous devez commencer ceci par résoudre la question de la langue. Choisir une langue nationale endogène unique pour éduquer nos enfants, histoire de pouvoir maîtriser le cerveau de nos enfants par l'éducation qu'on leur donne, à partir de la maison, comme M. Guérin l'a dit, à l'école, comme nous le répétons depuis, et que d'ailleurs il existe dans notre pays, depuis plusieurs années, nos aînés ont inventé même un alphabet, alphabet adigbe, bien connu dans tout l'Ouémé, et maintenant même il y a un ancien jeune de notre parti qui fait la tournée dans tout le Bénin pour montrer ce que c'est que cet alphabet-là sur lequel nous pouvons nous fonder pour bâtir une éducation. Lorsque vous ne prenez pas les fondamentaux, vous tournez autour du pot. Monsieur la langue française est un frein à l'éducation. La langue française est un frein à l'école. Vous permettez, Monsieur Kodo, à la possibilité de formater les cerveaux qui vont permettre de bâtir un État qui ne sera pas fragile. Il y a bien des pays sur la planète, excusez-moi 2 secondes, il y a bien des pays sur la planète, malgré le phénomène du terrorisme, il y a bien des pays sur la planète vers lesquels le terrorisme ne s'approche pas.
vous vous approchez de la Russie de Poutine avec du terrorisme, il en a connu, mais il a réglé ce problème. Est-ce que vous entendez beaucoup de terrorisme, par exemple au Cuba ou bien en Corée du Nord? Je peux citer des pays comme ça. Merci, monsieur Kodo. On peut très bien être un petit pays ou un grand pays et maîtriser ce phénomène qui n'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Je vous écoute sur votre question, monsieur. Oui, je vais me retourner vers monsieur Ebel Guérin parce que votre intervention est allée sur deux pistes majeures. Et j'ai peur que vous en citez d'autres et qu'on ne puisse pas avoir aussi le regard du consultant. Puisque, je le répète, c'est une contribution du djihadisme fulgurant. Le Bénin n'en a pas besoin. Alors, monsieur Ebel Guérin pense que, primo, pour avoir de boucliers conséquents, il faut aller à l'unité nationale. D'abord, le Bénin n'a pas besoin de djihadisme, c'est vrai, vous avez raison. Et le Burkina n'a pas besoin du djihadisme figurant, vous venez de dire. Oui. Le Burkina Faso aussi, le Niger, le Mali, non plus n'en ont pas besoin. Oui. Et pourtant, nous sommes face à une réalité que décrit le maire de Djougou. C'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Il faut le dire et trouver des solutions. Oui. Bon, on est d'accord. Et il n'y a que les dirigeants qui peuvent nous aider à l'éviter. Et comme je viens de vous dire, mais c'est comment vous pouvez lutter contre un phénomène géopolitique sans l'unité nationale? C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, ce phénomène... Est-ce que le Bénin n'a pas l'unité nationale? Aujourd'hui, je ne crois pas. Je ne crois pas, oui, simplement. Au vu de tout ce qui est dit par ceux qui nous gouvernent eux-mêmes, si c'était le cas, pourquoi je vous ai suivi sur une émission, vous parlez de la réconciliation? Pourquoi on en parle? Ça veut dire que le problème est là, c'est pas moi qui en parle. Le problème est là. De toutes les manières, il y a un malaise profond au niveau de la société, surtout au niveau des jeunes. Et donc, on ne peut pas trouver une telle solution par rapport aux jeunes sans pouvoir nous réconcilier entre nous. Parce que, je vous dis, tel que le djihadisme fonctionne, il se base sur la population interne. Ils font des recrutements au niveau de la jeunesse. Ce n'est pas forcément un groupe extérieur qui vient. La plupart du temps, quand vous constatez, c'est des jeunes à l'intérieur d'abord qui commencent déjà même pas à s'organiser et qui vont faire allégeance aux autres groupes comme l'État islamique ou Al-Qaïda. C'est ce qui s'est passé, comme Boko Haram, c'est d'abord formé à l'intérieur avant de faire cela. Maintenant, ces groupes-là, aujourd'hui, quand ils font des percussions sur des territoires étrangers, comme le et autres là, ils font des recrutements dans la localité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conflits intercommunautaires, surtout au niveau de notre septentrion. Les cultivateurs et les peuples nomades. C'est aussi un problème à régler. Mais ils activent ce conflit, les djihadistes. Ils activent. Au Niger, par exemple, les djihadistes arment les peuples. Au Mali, c'est un fait, c'est là. Vous comprenez? Pour leur dire, si vous êtes armés, vous pouvez protéger vos troupeaux. En tout cas, au Bénin, il y a un comité ad hoc pour justement vous voyez que ce phénomène. Vous voyez que c'est un problème sérieux, c'est pourquoi il y a un comité ad hoc pour régler le problème. Donc, il faut aller plus loin. Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas lié au gouvernement actuel. C'est depuis le gouvernement que nous avons connu depuis longtemps. Ce gouvernement est là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Même si c'était un autre, ça le passait exactement pareil. Donc ce n'est pas seulement la défiance de ceux qui nous diront aujourd'hui, c'est un problème qui traîne. Alors, sur la question de l'unité, vous avez expliqué tout à l'heure, mais sur la question de l'éducation, le politique ajoute un mot. Je vous laisse continuer avant de revenir sur le second aspect. Je vous dis exactement ce qui se passe et ce que dit exactement ce maire-là, en parlant des jeunes. Lorsque vous avez une politique d'exclusion, les gens se sentent frustrés. Et ils sont tellement reclus, ils n'ont plus de solution qu'aller à la violence. Je viens de vous dire que la violence n'est qu'un aspect de la chose. Lorsque vous avez un sentiment anti-élite et que l'État ne fait rien, l'État n'existe pas. Alors si le jeune qui est capable d'aller au front a le sentiment que l'État ne lui sert à rien, à quoi bon l'État existe? Il faut mettre tout en délitement, il faut mettre tout dans la catastrophe. Et c'est là où lui trouve sa cause, et là où lui trouve son existence. Parce qu'il a mis en difficulté l'État. Oui. Vous voyez? La question, justement, donc, au lieu de laisser les idéologues djihadistes récupérer, recruter ces jeunes, l'État a la responsabilité de les récupérer, de les prendre en main et de les restituer dans les droits républicains, de les restituer dans les droits de citoyens pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils se sentent acceptés par la société. Mais lorsque la chose n'est pas faite ici, vous voyez que ça touche vraiment à l'unité nationale. Parce que le jeune ne se sent plus concerné par l'État. Il ne se sent plus intéressé par ce que fait l'État. Il se sent isolé, exclu
pas la politique de l'État. Un point bien noté, la question de l'unité nationale, tout le monde, c'est le veto pour en parler. On espère qu'on saisira davantage cette perche-là. Mais sur la question de l'éducation, votre vis-à-vis a ajouté un autre aspect. La réforme au niveau du système éducatif suit son cours, donc on peut se frotter les mains. Mais M. Kodo a ajouté un autre aspect. Il dit l'éducation, pas la langue. La langue française n'est pas forcément la formule. Je ne veux pas citer ceux-là qui ont doigté la langue française comme un mal, parce qu'elle permet quand même la communication. Le monde est devenu un village planétaire. Est-ce que le Bénin doit urgemment trouver une langue, fait comme d'autres pays? Parce que peut-être pour chercher à convaincre davantage, le politique nous dit de regarder la Russie, la Chine. Et c'est vrai, ça étonne que le djihadisme semble ne pas trop frapper de ces côtés-là. Oui, j'ai essayé d'analyser la situation, de l'étudier, de l'observer depuis des années. Et j'ai constaté à travers le monde qu'il y a très peu de pays où pratiquement il n'existe pas de pays qui soient développés dans une langue étrangère. Tout le monde sait que ces langues nous ont été imposées. Et tout ce qui a été imposé prend difficilement de l'essor. Toutefois, nous sommes devant le fait accompli, on fait avec. On ne peut plus reculer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour moi, pas pour régler ce problème, c'est de scolariser tout le monde. De mettre une politique en face pour que toutes les populations, d'ici 10 ans, 20 ans à venir, parlent français. Ouais. Parce qu'on ne peut pas... Pourquoi c'est ainsi? Oui. Nous ne sommes pas un État-nation. C'est faux. Nous avions plusieurs langues à parler. Quelle langue il faut choisir? On ne peut pas le faire. On se rappelle qu'il y a eu plusieurs tentatives déjà pour avoir une langue nationale. C'est vrai, les tentatives ont échoué. La première des choses pour moi pas à faire, quel État aujourd'hui, avec ce que nous voyons là, enfin, ceux qui veulent parler de ceux qui nous dirigent, aura l'audace de le faire? Aucun. S'il pouvait le faire, la première des choses à faire d'abord, c'est de nous sortir du CFA. Nous parlons de développement. On parle de développement. Parce que vous savez, un président africain aujourd'hui se bombe le torse de dire j'ai été négocier avec la France, j'ai été voir les Américains. C'est ça le leitmotiv aujourd'hui de nos chefs d'État, de nos dirigeants aujourd'hui. Alors qu'on n'a rien à cirer de ça. Quelle est la politique? Et c'est ça, justement, c'est de ça que se nuisent les idéologues djihadistes. Vous voyez, tout nous vient de là-bas. L'éducation occidentale est un péché. C'est ce qu'ils nous disent. Vous comprenez? Donc, il faut commencer par sortir de ça. Oui, justement, M. Kodo dit que c'est revenir à nos langues. Donc, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, mais à l'état actuel où nous sommes, ce sera très difficile. Mais pas impossible. Là. Pas impossible. Bon, on peut déjà commencer, non? Mais d'accord. Mais qui va le faire? Le chef de l'État a montré. On a cherché à voir le chef d'État béninois. Il ne faut pas utiliser le français. Non, il n'a pas dit ça. Je veux donner l'exemple. Vous dites qui pour le faire? Pourquoi pas lui? Il a montré. Le Bénin a cherché longtemps. Qui nous sort d'abord du CFA. S'il vous plaît. C'est le plus facile à faire maintenant, là, le CFA. Du CFA. C'est le plus facile à faire, le CFA. Tant qu'on n'aurait pas fait ça, on ne peut jamais sortir de la langue française. Pardon, permettez de me retourner d'abord vers M. Kodo. M. Kodo, urgence d'aller vers la sortie des États africains, donc le Bénin du CFA. Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas, du leur? Bon, les panafricanistes s'inviteront dans le débat. D'abord, oui. Nous voulons être pratiques surtout. Je peux parler? Oui. Et je disais que nous voulons être pratiques. Bon, je ne suis pas d'accord avec l'opinion un peu défaitiste de M. Guérin sur la question de la langue, surtout la question de la langue française. Je voudrais simplement lui dire que, justement, la faiblesse des pays africains, surtout de l'Afrique noire, vient du fait que nos enfants ne sont ni éduqués ni instruits dans nos langues et pétris dans notre propre culture, ce qui est le premier socle pour permettre l'unité nationale dont nous parlons tant, et aussi pour permettre ce que vous appelez le développement, le développement par l'éducation et la formation. Donc, lorsque on est aussi, comment je vais dire, fataliste, comme M. Guérin qui dit qu'il n'y a que la langue française, il y a juste déjà un seul petit frein pour cette question de la langue française, de la façon dont M. Guérin l'a exposé. Si nous voulons scolariser en masse 97% de notre population aujourd'hui, je parle de ceux qui ne maîtrisent pas la langue française ou la nuance de la langue française, si nous voulons le faire,
où allons-nous trouver le budget lorsque les budgets que nous avons aujourd'hui ne suffisent pas pour les 10% que nous scolarisons? Ça, c'est la première question, la première remarque. La deuxième remarque, si vous acceptez et que vous avez les moyens et que demain, le Bénin a le pétrole et qu'il veut utiliser l'argent de son pétrole, par exemple, pour scolariser 100% de nos populations en langue française, je ne sais pas de quelle localité est M. Guérin, il sera bien d'accord avec moi que si 100% de nos populations sont scolarisées dans la langue française, pétries dans la langue française, à comprendre la langue française comme un Français qui parle la langue française en France, il doit être d'accord avec moi que si pas le fond, son fond aura disparu, si pas le bariba, son bariba aura disparu, si pas le dindi, guitamare, adja, je ne sais pas quoi, toutes ces langues auront disparu et toute notre culture avec. Donc la solution n'est pas ce que M. Guérin est en train de dire. La solution est ce que, par exemple, ce jeune, il s'appelle Sedo Lonunayon, du groupe Bekun, est en train de parcourir tout le Bénin à faire aujourd'hui pour présenter l'alphabet de Adibet Tobeki créé dans notre pays. C'est ce que le Front souverain a fait depuis 5 ans avec ce même jeune à travers tout le Bénin, moi-même y compris, pour expliquer à nos populations qu'il faut les fondamentaux qui vont permettre de créer une nation. Et ça, M. Guérin l'a dit, nous n'avons pas de nation. Et il n'est pas le seul à le dire. Le grand constitutionnaliste de notre pays, l'avocat, le constitutionnaliste Robert Dossou l'a dit, nous n'avons pas une nation. Tout le monde sait que nous n'avons pas une nation. Et lorsque nous n'avons pas de nation, nous sommes obligés de constater que nous sommes dans un pays failli. Et lorsque vous êtes dans un pays failli, vous rentrez dans tous les cycles de mouvements, de perturbations que créent des situations comme cette situation géopolitique de terrorisme. Vous voyez? Donc, c'est les nations faibles que ça attaque. Okay. La question, c'est comment vous faites pour créer une nation forte? Alors, ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'argent. C'est comment on fait pour créer une nation forte? Pour créer une nation forte, le Front souverain dit aujourd'hui, oui, vous devez oui, résoudre le problème que vous n'avez pas résolu depuis 1960. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devenu indépendant, il n'y a que les pays d'Afrique noire, subsaharienne, qui envoient leurs enfants à l'école dans une langue étrangère dans le monde entier. Monsieur Adolphe Kodo, vous concluez en disant il n'y a que nos pays. Et corrélativement, nous voyons que ce sont ces pays-là qui sont des pays faillis, justement. Ok, votre conclusion? Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'éducation de leurs enfants, ils ne maîtrisent pas leur pays. Et quand on ne maîtrise pas, vous pouvez même constater ça dans la diaspora. Moi, je suis dans la diaspora, ça fait 40 ans. Oui, mais monsieur Adolphe Kodo, les Africains noirs, monsieur le journaliste, oui, il n'y a que les Africains noirs qui ne parlent pas leur langue à leurs enfants à la maison. C'est vraiment un fait, et il faut le déplorer. Vous voyez, il n'y a que, si vous prenez un hindou à l'étranger, il parle l'arabe à ses enfants à la maison. Ça n'empêche pas on reviendra sur cette question la langue française avec votre permission. Monsieur Adolphe Kodo, nous avons un sérieux problème qui est fondé sur non seulement la scolarisation, le système scolaire, mais aussi sur le système éducatif. Le système éducatif, c'est celui qui passe à la maison par papa et maman. Et ce système éducatif, je vais te donner un exemple. Il y a eu une conférence à Porto Novo le dimanche dernier. Une conférence qui s'est déroulée entièrement en langue fond. Et cette conférence-là a montré comment, depuis le ventre de sa maman, à partir de 3 mois, 2 mois, l'enfant écoute déjà sa langue. Nécessité de parler la langue. On vous aura compris, monsieur Kodo. On reviendra sur la question, la nécessité de revenir à nos langues. On casse ce cycle-là juste dès qu'on met l'enfant à l'école. Merci à vous, monsieur Adolphe Kodo. On vous a compris. On reviendra sur la question de la langue. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Monsieur Emel Guérin, le temps est complètement parti. On avait eu du mal à se comprendre à un moment donné, mais très plaisant vos apports. On en tiendra compte, les autorités à l'écoute. On espère qu'on en fera œuvre utile. Monsieur Emel Guérin, pour compléter la liste des contributions, que diriez-vous en même temps pour conclure le plateau du jour? Et je voudrais simplement appeler, comme le maire l'a fait, les autorités à prendre la question sérieux, parce que les djihadistes ont dit à la France, soyez tranquille, nous n'allons plus vous attaquer sur vos territoires là-bas, mais nous allons nous affronter sur
vos terrains de prédilection, c'est-à-dire l'Afrique. Okay. Donc c'est très important. Ça a été dit, ça. Mais oui, vous savez que je ne dis rien sans des preuves. On sait, donc c'est ce qui est dit aujourd'hui, et ils savent que c'est ce qui est dit. C'est pourquoi le mouvement s'intensifie. C'est comme si c'est un marché. Ah, bien sûr. Le dos encore de l'Afrique. Absolument, ça s'intensifie. Pas les Africains. Mais vous pensez que les Africains sont détruits par qui? Par nous-mêmes. Par nous-mêmes, comme l'a chanté Alpha Blondy. Les Africains sont les problèmes de l'Afrique. Parce que l'Europe n'agit jamais, ne vient jamais agir sans les Africains. Vous comprenez? Comme le diable aussi agit toujours par les hommes. C'est de cette manière que ça agit. Donc il faut prendre la question sérieuse, régler la question sociale et économique des jeunes. Merci à vous, M. Emel Guérin. Merci également à vous, M. Diomaye Kodo. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau-ci. On espère vous retrouver très bientôt. Mesdames, Messieurs, ce n'est qu'une contribution parmi tant d'autres. Le débat reste ouvert, se poursuit dans les maisons, dans les institutions, oui, et pour que vive le développement en Afrique et au Bénin. À très bientôt pour notre plateau, toujours avec le même entrée. Au revoir.